Eh bien bonsoir et bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire de cette édition. Problème d'hygiène dans la cité des Kobourou, à l'origine des dépotoirs sauvages créés par la mairie dans certains quartiers. Notre rédaction s'est intéressée à la gestion de ces déchets solides nuisibles à la santé des populations environnantes. On parlera également dans ce 13h de la vulgarisation dans la production de l'ananas de la technologie du film biodégradable, une initiative qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'introduire dans cette filière des méthodes capables d'améliorer la productivité. Et puis ce mécontentement de quelques conseillers de la mairie de Bohican face à la presse, ils ont dénoncé ce qu'ils appellent dysfonctionnement dans la gestion des affaires à la tête de cette commune. À nouveau, bonsoir. Alors, je le disais dans les titres, des conseillers mécontents de la commune de Bohican haussent le ton. Ils étaient face à la presse pour dénoncer quelques dysfonctionnements liés à la gestion de leur commune. C'était à l'occasion d'un point de presse. Plus de détails avec Gilles Dansou et Ernest Tétégou. 3 conseillers au total au devant de la scène pour porter un regard critique sur la gestion du maire de Bohican. L'exécution du budget communal 2016 est pointée du doigt. Quelques informations sont données. Budget de fonctionnement 1 milliard 424 239 155 francs CFA. Et budget d'investissement 1 milliard 308 883 233 francs CFA. La surprise était au paroxysme, chers journalistes. On fait l'étude comparée du budget voté en novembre 2015 et celui en exécution à la date d'aujourd'hui. Il révèle clairement que entre l'adoption du budget par le conseil communal et l'approbation par le préfet, il y a eu manipulation des chiffres. Les conseillers exigent quelques clarifications. Nous tenons à alerter l'opinion communale et nationale et informer la population de Bohican avant d'engager la procédure indiquée dans de pareilles situations. Il y a des lois qui nous autorisent à demander des documents pour pouvoir être au même niveau d'information avec ce que nous faisons et ce que nous avons voté. Nous avons remarqué que les activités de fonctionnement dépassent les activités d'investissement. Alors que au vote, le moment où nous étions au vote, c'était les rapports d'activité qui doivent dépasser. Sur ce que nous avons donné notre approbation, tous les conseillers, normalement c'est les rapports, sur le budget, c'est les rapports d'activité qui devaient être en haut des activités de fonctionnement. Le développement de Bohican au cœur de toutes les préoccupations. D'un autre côté, il faut dire que le ministre en charge du cadre de vie se félicite du salon de l'immobilier ouvert à l'occasion de la journée de l'habitat. Après avoir visité les stands, il exprime sa satisfaction, de même que le promoteur du salon. Ils sont au micro de Monique Torrent et Jérôme Rumbo. Ma préoccupation est de voir comment est-ce que les différents acteurs du secteur logement et habitat, que ce soit les vendeurs de matériaux, les promoteurs immobiliers, les structures du ministère, s'organisent pour participer au programme national de logement économique et de logements sociaux pour l'ensemble des populations. J'ai annoncé que le gouvernement va changer d'échelle, c'est-à-dire que nous allons produire les logements à une plus grande échelle en jouant à fond sur le partenariat public-privé. Et nous allons également améliorer considérablement les taux des crédits acquéreurs pour permettre aux Béninois d'accéder au logement. Donc mon objectif est de voir si nous avons tous les acteurs présents pour concourir à ça. Et je pense que les perspectives sont bonnes. Ça s'annonce très bien. Nous aurons un mois de l'habitat assez fructueux, assez riche, assez instructif. Parce qu'il y a plusieurs communications, y compris même sur les sujets les plus récents, les plus modernes, comme l'efficacité énergétique, la domotique dans les maisons, les matériaux qui permettent de respecter l'environnement
les appareils de plomberie qui permettent d'économiser de l'eau, tout ça sera passé au peigne fin pour permettre à ce que nous allions vers des logements plus modernes, mais également plus abordables. Il y aura des découvertes des matériaux locaux et des matériaux modernes. Par exemple, si vous avez un projet de construction, vous pouvez vous rapprocher de l'ordre des architectes. Il y a aussi l'AFH qui est présente, l'Agence foncière de l'habitat. Donc c'est tout un ensemble des acteurs du secteur de l'immobilier et des matériaux de construction. Et on fait dans ce trésor un constat, certaines populations de la ville de Parakou sont soumises à des problèmes d'hygiène à l'origine des dépotoirs sauvages créés dans leur quartier par la municipalité. Quel plan mis en place pour la gestion des déchets solides? La réponse à cette question dans ce reportage que nous propose Nestor Sella. Des dépotoirs sauvages comme celui-ci, on en trouve dans la ville de Parakou. Origine de ces déchets, les ménages qui sont en même temps les premières victimes, surtout les populations riveraines. Vraiment, les déchets qui sont déposés là, ça nous crée trop d'ennuis, beaucoup d'ennuis. Il y a toujours des mouches qui sont là. Que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit, c'est toujours pareil. Et les odeurs là, vraiment, ça nous crée trop d'ennuis. Les populations se plaignent du choix des différents points de regroupement de ces déchets. Mais ce sont des sites autorisés par la mairie. Nous avons créé, disons, des points de regroupement sauvages, je vais dire. C'est-à-dire des dépotoirs sauvages autorisés pour quand même permettre aux différents ONG qui travaillent pour l'enlèvement de ces ordures au niveau des ménages, pour leur permettre quand même de pouvoir jeter à des endroits avant que les différentes sociétés avec lesquelles la mairie ont contracté, que ces sociétés puissent faire l'enlèvement et faire le transport de ces déchets pour l'envoyer à la décharge finale provisoire. Au nombre des solutions envisagées pour soulager la souffrance des populations, la construction des infrastructures. Ceci pour éviter le regroupement des déchets en plein air. La ville a lancé la réalisation de plusieurs bacs à ordures, de telle sorte que ces différents bacs à ordures soient déposés au niveau de ces points de regroupement, de telle sorte que les ONG de précollecte, lorsqu'ils vont venir au niveau de ces points de regroupement, qu'ils ne jettent plus les ordures par terre, mais qu'ils puissent jeter ces ordures dans les différents bacs à ordures qui sont conçus pour recevoir ces ordures. Les jours à venir, vous constaterez avec nous que les ordures déposées 24 heures au plus, on ne verra plus ces journées. Cela sera enlevé automatiquement. La ville de Parakou ne dispose que de 3 points de regroupement construits. Un tour dans celui-ci, érigé au quartier Mayatom, le constat est désolant. Les déchets sont déposés loin de leur emplacement. Et on retient à présent que l'association interprofessionnelle du coton AIC poursuit sa tournée nationale et c'est l'étape du septentrion. Une série de visites et d'échanges qui démarre par Ndali dans le Borgo avec comme interlocuteurs privilégiés les producteurs des 8 communes et l'ensemble des structures concernées par la filière dans ce département. C'est un compte rendu signé Kadmel Kako et Aziz Alagbe. Une fois de retour dans la sphère de gestion de l'or blanc au Bénin, les professionnels du coton veulent rasseoir un système inclusif et bénéfique pour tous les acteurs de ce secteur. D'où cette nouvelle descente de l'association interprofessionnelle du coton sur le terrain pour s'assurer de la prise en compte effective des aspirations de tous les acteurs impliqués. Et là, il est revenu pour vous assister afin que les réformes qui ont été pensées, ces réformes se poursuivent avec, je dirais, toute la force et l'efficacité et l'intelligence et les moyens qui ont peut-être manqué à l'époque, nous allons les remettre en place pour que la filière puisse connaître de beaux jours. Les coopératives villageoises des producteurs de coton disent bientôt retrouver les valeurs d'antan. Parfaitement en phase avec l'AIC, nul doute qu'ils connaissent également les stratégies et le chemin le plus court pour y parvenir. On ne peut pas rester là à Cotonou ou bien quelque part dans le Bénin pour dire que je suis en train de contrôler le coton. Ce déplacement est très sanitaire et le fait de nous remonter le moral fait qu'on va encore, les derniers jours qui restent, on va encore attaquer la campagne avec plus d'énergie. Pour ce faire, nous souhaitons la forte implication des structures d'OP à tous les niveaux et le paiement des prestations au titre de la campagne passée
dans le bonheur des producteurs de coton. Un appel qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Des approches de solutions sont annoncées pour bientôt. Les problèmes qui ont été soulevés, on nomme la dégradation donc des pistes, on nomme le non-paiement donc des frais de marché et des frais donc de commercialisation. Le gouvernement en est très conscient et je crois dans les tout prochains jours, ces paiements donc vont, ça je le dis, je vous rassure, vont partiellement commencer. Du bilan à mi-parcours fait par les équipes d'encadrement, la campagne cotonnière 2016-2017 dans le Borgou entrevoit un record sur les statistiques antérieures. Notons maintenant que les leaders religieux musulmans de la Donga plaident pour l'espacement des naissances. L'objectif est la sauvegarde de la santé de la mère et de l'enfant. La cérémonie de plaidoyer et de lancement du sous-projet L'Islam pour une naissance responsable a eu pour cadre la maison des jeunes de Djougou, Abdelofou Idrissou et Ousmane Baparapé. La santé de la mère et de l'enfant au cœur des débats. Venus des 4 communes de la Donga, les leaders religieux se retrouvent pour accompagner les autorités sanitaires dans leur mission d'information et de sensibilisation sur les avantages liés à l'espacement des naissances. La rencontre se veut un cadre d'examen de cette thématique à la lumière du noble Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous permettra d'avoir un code de conduite allant dans le sens de la protection de la santé de nos enfants et de leurs mères. C'est pourquoi le sous-projet que l'association Al-Ouat Bouska a soumis à son partenaire ABMSPSI est dénommé l'Islam pour une naissance responsable. L'objectif principal que vise ce sous-projet est d'améliorer les connaissances des musulmans sur la position de l'islam, sur le contrôle des naissances. Nous avons 2 avantages principaux. Les avantages, c'est d'abord sur l'enfant. Quand on a donc un espacement des naissances qui lui donne la possibilité d'aller jusqu'à 18 mois, voire donc 30 mois, sans qu'on ait donc une grossesse à l'intérieur, on a toutes les chances que la maman s'en occupe réellement et rien donc qu'à lui. Quand la femme observe donc l'espace entre donc les 2 accouchements, minimum donc de 24 mois jusqu'à 3 ans, on a la chance que la femme récupère complètement. La reproduction sans planification est un obstacle au mieux-être de la famille, pensent également les responsables communaux. Pour aider la communauté musulmane à bénéficier des prestations de PSI et également pour prendre en compte les spécificités de l'islam dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, l'association Al-Ourat Al-Ouskia a été mise à contribution afin que désormais dans la commune de Djougou, la communauté musulmane puisse s'approprier et également prendre activement part à la promotion de la santé de l'enfant et de la mère. Les avantages de l'espacement des naissances et l'éducation de l'enfant en islam sont les 2 principaux thèmes développés au cours de la rencontre. Éducation à présent, la rentrée scolaire, il faut dire, a bien démarré dans la commune de Toviklen. Nous sommes bien dans le département du Koufo. Le maire Rigobert Tozo, à la tête d'une délégation, est allé constater la reprise effective des cours dans sa commune. Une occasion pour l'autorité de prendre connaissance des difficultés pour le compte de cette année scolaire. Cyprien Lokosu et Évariste Zomarou de l'antenne régionale Mono Koufo nous font le point. Le maire Rigobert Tozo a parcouru près d'une dizaine d'écoles primaires et collèges des arrondissements de Toviklen. Le constat est celui-ci. Des écoliers au travail déjà ce lundi matin, d'autres se sont préparés pour démarrer les cours dans l'après-midi. Ici, au collège d'enseignement général de Misenkor, les élèves se sont attelés à enlever les mauvaises herbes de la cour de l'établissement qui attend d'autres élèves pour refaire son visage. C'est l'occasion pour les chefs d'établissement de porter à la connaissance de l'autorité les difficultés qui s'annoncent. C'est les périodes que nous utilisons. Comme il n'y avait pas les bâtiments définitifs, c'est ce que nous avons pour le moment. Et certaines classes n'ont pas trouvé d'enseignants. Donc, depuis l'année dernière. Dans la situation là, nous sommes en train de gérer ça très difficilement. Donc, et il y a également
manque de salles de classe, si bien que nous avons mis des hangars pour abriter les enfants. Le maire de Toviklen s'est engagé à rester attentif et mieux accompagner les écoles primaires afin de renverser les tendances des résultats moins satisfaisants de l'année scolaire qui s'est achevée. En ce qui concerne les écoles primaires, nous avons la priorité d'intervenir à travers les préoccupations. Nous allons créer un cadre de concertation dans le cadre de l'éducation avec les enseignants et le conseil communal. Et par périodique, nous allons nous rencontrer et nous allons faire le suivi pour voir si effectivement les enseignants sont présents au poste et quelle qualité de cours ils sont en train de donner à nos enfants. La rentrée a démarré ici à Toviklen sans les 30 anciens directeurs d'école primaire. Ils ont perdu leur poste pour résultats nuls ou insuffisants à l'examen du CEP. Leurs remplaçants se disent désormais conscients du défi. Allons à Diakotome, toujours dans le Mono Koufo, où des apprentis coiffeuses et couturières en fin de formation ont bénéficié d'un lot de matériel du travail de la part du maire Étienne Toïban et son conseil. Également, 33 motos de grande marque et de grande puissance ont été offertes aux conseillers communaux et au personnel de la mairie. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaron. 30 apprentis couturières et coiffeuses de Diakotome ont reçu du matériel de travail. Le maire Étienne Toïban et son conseil veulent concrétiser ce rêve. Plus de jeunes filles en fin de formation contraintes de ne pas exercer leur travail, défaut de moyens de s'installer ou d'ouvrir un atelier. Cette couche féminine démunie, déscolarisée et même soumise au mariage forcé qui, après de longs et durs sacrifices en apprentissage, se trouve sans appui, incapable de s'installer pour se prendre en charge. Le conseil communal a jugé bon de répondre avec la remise de kits aux filles apprenties libérées en couture et en coiffure. Par ce geste, le conseil vient de donner une fois encore la preuve du rôle déterminant qui est le sien et son assistance indéfectible face aux préoccupations des populations. Un geste surprenant pour ces artisans, jeunes patronnes. On pourrait dire que ce samedi 3 octobre est un jour de don à la mairie de Diakotome. Ces 33 engins à 2 roues de grande puissance ont été offerts aux conseillers et au personnel de l'administration de la mairie. Ceci pour leur faciliter la mission. On travaillait difficilement et tout le monde n'arrivait pas à répondre aux sessions, et aux réunions, aux appels dans le cadre du développement de la commune. Et ceci, vraiment, ça va apporter un plus, ça va plus nous grandir, ça va plus nous aider à accomplir la tâche pour laquelle on nous a élus. Près de 24 millions pour ces 33 motos et 5 millions pour les 30 kits des coiffeuses et couturières. Environ 30 millions sortis de la caisse de la mairie de Diakotome. Et je le précisais dans les titres, lancement ce mardi à Alada d'une opération de vulgarisation de la technologie du film biodégradable dans la production de l'ananas. La cérémonie couplée avec la signature d'un accord de crédit entre la société Promofruits et Oiko Crédit a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Alada. C'était en présence des ministres de l'Agriculture et de l'Industrie. Suivez. Belle perspective s'offre à la filière ananas d'Alada. La société Promofruits, spécialisée dans la production du jus d'ananas frais, bénéficie d'un prêt de 200 millions de francs CFA de Oiko Crédit. Promofruits est une organisation mise en place par un groupe de producteurs. Elle vise 2 objectifs que sont créer un marché d'écoulement rémunérateur pour l'ananas du Bénin à travers sa transformation sur place en jus vendu au Bénin et à l'international. Appuyer les producteurs à optimiser le rendement à l'hectare et par ricochet leurs revenus à travers la facilitation de l'accès au crédit intrant ananas et au renforcement de capacités. C'est ce cadre qui rassure Oiko Crédit
qui nous amène à faire confiance et à pouvoir mettre en place cette ligne de crédit qui n'est qu'un début. L'institution financière participe ainsi à la promotion de l'utilisation de films plastiques polyéthylène biodégradables dans la production de l'ananas, une technologie respectueuse de l'environnement qui permet d'améliorer le rendement et les revenus des producteurs. L'option a été prise en partenariat avec le Centre international pour le développement des engrais IFDC à travers son projet To Scale. L'utilisation des films plastique, couplé avec une bonne application des intrants appropriés, a permis aux producteurs d'améliorer les rendements qui étaient de 35 tonnes à l'hectare à actuellement 50 tonnes à l'hectare avec une augmentation de 20% de leurs revenus. Le soutien du gouvernement ne fera pas défaut à Promofruit dans la mise en œuvre de cette initiative. Mon département ministériel, de son côté, ne ménagera aucun effort pour accompagner ces producteurs dans leur objectif de production, puisque l'ananas fait partie des filières phares que le président Patrice Talon compte promouvoir durant son quinquennat. C'est l'un des modèles qu'il convient que nous puissions regarder de près et voir s'il ne conviendrait pas à d'autres spéculations dans notre pays. Avec cette opération de vulgarisation de l'utilisation du film biodégradable qui touche 1000 producteurs, un grand pas est en train d'être franchi dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Voilà, le reportage est signé Aurélie Sauton. Près d'un an après l'incendie qui a ravagé une partie du marché d'Antopa, de nouveaux bâtiments ont été érigés pour abriter les sinistrés. Une équipe de la rédaction de la télévision nationale s'est rendue sur le terrain pour faire un état des lieux. Marie-Louise Perrin. C'était un samedi noir pour les usagers du marché d'Antopa, 31 octobre 2015. Environ un an après ce drame, le processus de relogement des sinistrés est presque à la fin. Quelques réglages encore et le bâtiment sera livré. Les futurs occupants ne sont pas satisfaits de la répartition et de la gestion des nouvelles boutiques. La SOGEMA est en train de distribuer maintenant les stands aux sinistrés. Maintenant, ils sont en train de faire activité par activité. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le stand qu'ils ont construit, mais c'est un peu petit, mais on va prendre comme ça. Notre nom est sorti. Après, ils ont dit que nous n'avons pas de place de rejoindre notre ancienne place. Son vache, SOGEMA là, on nous refoule et d'aller rester dans votre place. On demande à rejoindre le nouveau bâtiment. Comme sinistrés, tous, on était là comme sinistrés. Et les vrais sinistrés, c'est parmi nous, dans la mesure où nous, on n'a pas... C'est que le feu a commencé à notre niveau. Donc, on n'a même pas pu prendre quelque chose. Et se voit maintenant pour nous remercier, on nous a remercié en monnaie du singe. Pourquoi je dis ça? Parce que nous qui étions devant, qu'on devait reclasser devant, et selon le dit du DG, c'est que tout le monde serait reclassé dans sa zone. À ma grande surprise, je me suis retrouvé ici. Et cette zone-là, vous savez, c'est la zone des vendeuses de bijoux. Et se voit, la zone des vendeuses de bijoux, on m'a classé. Si nous tous qui étions devant, on nous a tous ramenés ici. Les plaintes sont diverses, particulièrement les conditions d'accès. Ma superficie ici, c'est 2,94 mètres carrés. Ça n'atteint pas les 3 mètres carrés parce que j'ai payé moins de 12 000. Ça nous a pris 3 mois, plus, et comment on appelle, ils ont dit qu'il y a un détecteur de fumée qu'on a payé à 7 000 et quelques. Mais on n'a pas eu ce détecteur de fumée jusqu'à maintenant. Tous les mois, on paye 3 000 ici. On veut un nouveau bâtiment. Parce que on paie au SOGEMA. Notre nom est sorti. Donc on veut un nouveau bâtiment. Certains magasins sont déjà payés et pourtant, les locataires préfèrent mener leurs activités aux abords des rues du marché d'Antopa. Voilà, l'état des lieux a été fait par Marie-Louise Perrin. Et quelques notes de sport avant de mettre un thème à cette édition. D'abord, retenez que la Turquie a apporté son soutien au football béninois. C'est à travers une remise de dons de matériel sportif. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi au ministère des Sports. Hugues Zinsouzuno pour les détails.
Réputé pour son public chaud bouillant et sa nette progression dans le foot mondial ces 30 dernières années, la Turquie a décidé de booster le foot béninois en faisant un important don de matériel. 1000 ballons, 1500 maillots, 1500 paires de crampons, 1500 paires de chaussettes, 1500 paires de protège tibia et 60 paires de filets de but. Peut-être ça va créer l'étincelle pour que les jeunes aient le moyen de s'entraîner comme il faut. Les jeunes béninois ont clairement besoin de matériel pour s'améliorer. Et ce geste de la Turquie fera un énorme bien au foot béninois. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, chers amis, représentants la TICA, vous dire que le geste que vous faites aujourd'hui pour les sportifs béninois en général et pour les footballeurs en particulier est un geste qui portera des fruits parce qu'il vient au moment où le gouvernement entre dans un vaste programme de formation des jeunes footballeurs dans les écoles et dans les communes. Et donc je veux vous inviter à prendre rendez-vous avec nous parce que dans quelques années, le fruit de ce don que vous venez de faire sera perceptible en Afrique et partout dans le monde. Les pelouses synthétiques et gazonnées existent. Il y a également du matériel. Il faut maintenant jouer au foot. Voilà qui est bien dit par Hugues Zissou Zounon. La 3e édition du tournoi de football Ligue des Ligues a connu son épilogue sur le terrain de Gano. C'est à Parakou. En finale, Anaconda FC s'incline devant Gano FC 0-2. C'est un compte rendu signé Ikiliru Gounoussero et Alexis Assoba. Un match de haute intensité avec une première partie très tactique, sans espace dans le jeu, soldé par un score de 0 but partout. En seconde période, le jeu s'emballe avec une nette domination de Gano FC, vêtu ici en bleu nu. Ceci suite à une réorganisation du milieu de terrain. Conséquence, cette formation ouvre le score à la 47e minute par le défenseur Adnan Sero, monté aux avant-postes. Cette ouverture du score déboussole les joueurs de Anaconda qui perdent le contrôle de leur nerf à l'image de cet acte dangereux du gardien de but qui entraîne une double sanction, un carton rouge et un penalty. Galvanisé par ce score de 2-0, Gano FC implante sa domination dans le camp adverse jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce qu'on a vu, c'est l'expérience qui a joué. Donc on a essayé de jouer avec l'expérience pour pouvoir gagner. On a passé par les côtés et ça a marché. Il y avait une erreur qui s'est passée au niveau du milieu de terrain. Le milieu de terrain a tout carrément relâché et je veux augmenter aussi par le mauvais sifflage de l'arbitre aussi. À cette finale, la Ligue régionale du football Borgou-Alibori apporte son soutien à l'initiative des jeunes pour l'éclosion et la promotion du football à Parakou. Nous, en tant que président de la Ligue, nous sommes venus les soutenir pour cette finale. Et je crois que nous devons travailler à ce qu'on puisse évoluer du stade de football en tant qu'activité populaire vers un football en tant qu'activité que les jeunes peuvent mener pour y faire leur carrière. Les rideaux de la 3e édition de la Ligue des Ligues sont en train de tomber avec des sentiments de satisfaction parce que le public a fait massivement le déplacement du début jusqu'à la fin et toutes les équipes seront primées pour dire merci à cette jeunesse qui a fait le déplacement, qui s'est senti un peu soulagé pendant un mois. C'est donc l'apothéose de la 3e édition du tournoi de football Ligue des Ligues qui permet à la jeunesse de se connaître à travers le football, un sport qui unit les peuples et l'a prouvé durant le tournoi. Et on termine par cette phase des préparatifs de la saison sportive 2016-2017. En prélude au démarrage du championnat de football Ligue Nasuba, les Buffles de Parakou ont livré un match amical international face à Galaxy FC de Niamey. À l'arrivée, les Buffles, il faut dire, l'emportent sur un score étriqué de 1-0 sur la pelouse synthétique du stade municipal de Parakou. Ikiliru Gounoussero. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, les Buffles de Parakou font un service minimum devant Galaxy de Niamey, modeste club de 2e division nigérienne. Une première rencontre de pré-saison soldée par un score de 1-0, un but inscrit par l'éternel Moussa Adjaï suite à ce jeu en mouvement.
ce que je recherche dans un thème précis, la conservation et la progression. C'est ce que j'ai bien vu. Et ce que j'ai dit à mes gars, c'est la finition. On en vient après. Et par contre, essayer de rester dans la progression, la conservation du ballon et jouer vers l'avant, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après ce but, plus rien ne sera marqué malgré le turnover du coach togolais Idrissou Moutari. J'ai encore un mois de préparation. Et là, je viens de faire 2 semaines. Et franchement, je dis chapeau à mes gars parce que c'est des joueurs vraiment motivés. J'ai fait 2 semaines intenses en préparation physique, tout ça avec eux. Et hier, on a fait un match de 2 heures. Et aujourd'hui, on répète encore un match de 90 minutes. Et franchement, je vais avoir un bon groupe. Ici, vraiment, c'était un plaisir pour nous d'affronter le Buff. Et pour nous, ce côté, ça nous permet aussi de bosser aussi, parce que c'est nos grands frères, on va dire. Par rapport au match, nous avons essayé de donner l'effort et malheureusement, ça n'a pas apporté. Après cette première rencontre de préparation, plusieurs autres sont prévues avant le démarrage du championnat le 29 octobre prochain. Objectif, créer l'osmose au sein de l'équipe. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.